toi, jeune assassin. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et il s'agit de la pile à lire pour l'Assassin's Book Challenge 2025 qui est la deuxième édition organisée par Johanna de la Citadelle de mes lectures. Nous sommes ici pour être des assassins, nous en sommes déjà. Pour moi, c'est déjà mon cas. Je suis un maître des ténèbres depuis une année. Je t'invite à voir la vidéo de Johanna qui sera en barre d'infos pour tout comprendre de ce challenge, qui est un challenge qu'on peut prendre en cours de route, mais qu'on peut aussi continuer d'année en année. C'est mon cas. L'année passée, comme je te dis, j'ai fini maître des ténèbres, le plus haut grade chez les assassins de cette guilde. Et cette année, si tu commences le challenge, il y a d'autres façons de le faire. Ou si tu ne te rappelles plus, quel rang tu avais à la fin de l'année passée. Il y a en même temps un tronc commun pour toutes les personnes. Et après, techniquement, avec 4 lectures à faire, plus une LC. Personnellement, la LC, c'est un livre que j'ai déjà lu, je ne la ferai pas. Et vous avez ensuite donc des catégories selon votre niveau d'assassin. Il y en a donc 4, plus une bonus. J'ai choisi de faire comme l'année passée, de me faire une pile à lire avec toutes les catégories, même les novices. À voir si j'arrive à le faire ou pas en entier, sachant que le challenge dure du 7 août au 7 octobre, soit 2 mois. Ça doit quand même pouvoir le faire. Mais pour les détails, je t'invite vraiment à aller voir la vidéo de présentation du challenge de Johanna, qui est super bien fait. Elle a aussi une vidéo de recommandation. Je te la mettrai dans la barre d'infos. Et elle aura sa pile à lire pour donner aussi d'autres idées pour cette année. On commence tout de suite. Moi, je vais commencer avec le tronc commun, qui est donc le compte-rendu à la confrérie. La première catégorie sera observation des peuples, avec en mot-clé oppression, pauvreté et rébellion. Et moi, j'ai choisi le mot pauvreté. Je pense que ça peut rentrer au vu du résumé du roman. Et j'ai choisi L'âme du vent de Amandine Grosso. C'est un one-shot paru chez Iméris Éditions, la petite maison d'édition de Tristan, le compagnon de Louise de Rêve ta vie en lecteur. On nous dit: tu ne peux pas partir. Tu m'as créé et bientôt nous serons légion. Tu ne peux plus t'enfuir, nous te suivrons. En tant que siroc oracle de la cité d'Iremer, Baya déchiffre l'avenir dans les voûtes du vent. Son don si particulier la destine à servir les puissants. Mais dans les bas-fonds de la ville, là où pauvreté et désespoir se disputent les miséreux, une sombre maladie s'est réveillée. Contrainte à l'exil pour sauver ce qu'elle aime, Baya devra déjouer les pièges du désert et prendre le mal de vitesse. Car les affamés approchent et leur faim est contagieuse. Je l'ai mis pour le mot-clé donc pauvreté, puisqu'on nous dit qu'elle vient la pauvreté et le désespoir dans sa ville, de ce secteur-là. Oui, je joue sur les mots-clés. Donc, L'âme du vent d'Amandine Grosso, un one-shot chez Iméris Éditions. Ensuite, en deuxième catégorie, nous avons études, croyances et prophéties, mythes et contes de notre enfance. Et là, j'ai mis un livre en anglais, The Beauty and the Beast de Minalima, qui est paru en anglais, je ne sais plus, Harper Design. En français, il existe aussi chez Hachette, je ne sais plus chez qui c'est en français. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de vous parler de Minalima et de son travail? Ou par exemple, comme ici, voilà, des petits pop-up, des petites choses qui bougent. Là aussi, je vous en montre un ou deux, mais bon, c'est assez connu. Voilà, donc on parle du classique, du conte de La Belle et la Bête. Je n'ai pas besoin de vous résumer La Belle et la Bête, je ne pense pas. C'est plus que connu. Donc, Minalima, The Beauty and the Beast, chez, je vous ai dit, Harper Design, pour la catégorie contes et mythes de l'enfance, qui est études, croyances et prophéties. La troisième catégorie, c'est
infiltration, espionnage, où il faut lire un livre avec de la tromperie ou de l'espionnage. Et j'ai choisi le mot-clé tromperie, je sais que ça rentre, vous verrez dans le résumé. Recherche faux mec pour plan caliente d'Anatrice chez Black Ink Edition. C'est son dernier qui vient de sortir au mois de juin. On nous dit, après des années à enchaîner les coups d'un soir, l'impétueuse Alba s'est posée, elle s'apprête à épouser l'homme de sa vie. La belle photographe ne s'attendait donc pas à ce que le ciel lui tombe sur la tête le jour de son mariage. Elle apprend avec horreur que son fiancé l'a trompée avec la stripteaseuse de l'enterrement de 8 garçons. Toutefois, hors de question de se laisser abattre, même par le pire des chagrins d'amour. Elle plaque le mufle infidèle et décide de partir en voyage de noces en Égypte toute seule. C'était sans compter sur Aiden, le frère ultra craquant de son ex, venu superviser un chantier de fouilles archéologiques à Sunshine. Un concours de circonstances amène ce scientifique sexy, HPI et plus jeune qu'Alba à l'accompagner durant sa croisière sur le Nil. Suite à un quiproquo, il joue son faux mec pour donner le change auprès du groupe. Le brillant archéologue confie son secret à son ex-belle-sœur. Il s'est tellement investi dans sa carrière qu'il manque d'expérience avec la gente féminine. Alors tant qu'à faire, pourquoi ne pas accepter la proposition indécente d'Aiden qui demande à Alba de parfaire son initiation charnelle afin de conquérir la fille de ses rêves? On n'est plus à un plan caliente foireux près, non? Voilà, donc si j'ai mis pour la tromperie, c'est parce que Alba se fait tromper par son fiancé juste avant le mariage. Donc Anatrice, recherche faux mec pour plan caliente chez les éditions Black Ink. Et la dernière catégorie de ce menu, déjà, c'est récit d'assassinat ou complot, avec un mot-clé trahison, meurtre ou maladie. Et j'ai mis les mots-clés trahison et meurtre, peut-être même maladie, mais je pense pas. J'ai mis nos fins violentes, la suite de ces plaisirs violents de Chloé Gong aux éditions de Saxus, aux éditions Sabran, pardon. C'est une filière de Saxus. C'est le tome 2, donc je ne vais pas vous en parler, mais on est sur une réécriture de Roméo et Juliette dans le Shanghai des années 1900 et des bananes. En tout cas là c'est en 1927, ce tome 2. Et oui, c'est une réécriture de Roméo et Juliette avec deux clans de familles un peu mafioso. Dans Shanghai, une famille, c'est vraiment une famille de Shanghai. Une autre famille, c'est des Russes, si je me rappelle bien, qui se sont implantés dans Shanghai il y a longtemps déjà. Hein. Et ces deux clans gouvernent un peu Shanghai, sont un peu les maîtres de Shanghai, sont en conflit bien sûr, il y a des morts, il y a des trahisons, il y a des mensonges, bref, il y a tout ce qu'il faut vis-à-vis de la catégorie en question. Donc le tome 2 de ces plaisirs violents qui sont nos fins violentes, oui, de Chloé Gong chez Sabran, pour les mots-clés trahison et meurtre dans la catégorie récit d'assassinat ou complot. Et donc il y a une lecture commune pour gagner un point bonus, c'est les Chroniques de Castellane, le tome 1 de Cassandra Clare. Mais je l'ai déjà lu, je l'ai lu à sa sortie pratiquement. Donc voilà, j'aurais pu le relire, mais je pense que j'ai suffisamment de points autrement grâce aux autres catégories. Parce qu'il faut savoir qu'en plus de ça, elle a bien fait les choses. Parce que c'est une continuité de l'année d'avant. Donc par exemple, moi je suis, avant j'avais obtenu assez de points pour être maître des ténèbres. Vous avez aussi la catégorie novice des ombres. Ça c'est vraiment les tout nouveaux, les petits points. Et ombre dévouée, ça c'est le niveau intermédiaire. Donc moi j'étais maître des ténèbres l'année passée. Et j'avais eu mon diplôme, que je vais vous montrer vite fait. Un diplôme que Johanna nous avait fait, qui disait que j'avais obtenu mon diplôme. J'avais pris comme nom, parce qu'on peut prendre un prénom, la nymphe mortelle, j'avais pris comme pseudo. Voilà, on me dit que je suis non seulement maître des ténèbres, et les éléments les plus prometteurs. J'avais reçu un animal totem qui était le cheval marin de la Nees Nees. Voilà. Donc vraiment, elle avait super bien fait les choses. J'étais aussi dans l'élément parce qu'il y avait 4 éléments eau. Et je reprends ça pour cette année. D'ailleurs, il faut le reprendre pour cette année. Donc voilà, ça, c'était les petites choses liées à l'année d'avant qui continuent cette année et que je voulais vous parler parce que c'est super bien fait.
Donc maintenant, on va passer vraiment à la branche qui me concerne, qui sont donc les maîtres des ténèbres. Mais comme je vous ai dit, j'ai fait une pile à lire pour chaque catégorie et sous-catégorie. Donc voilà, mais pour cette première catégorie de maîtres des ténèbres, c'est les jeux de pouvoir. Avec complot politique, world building construit. Et là, j'ai mis un e-book, Confrérie du sang, le tome 2 de John Green, La fin des dieux. Alors, c'est un tome 2, donc je ne vais pas pouvoir vraiment vous lire le résumé, mais on est sur de la fantasy mythologie nordique, clan dieu nordique. On est en mythologie nordique un petit peu inventée quand même. Hein. En fait, pour parler du tome 1, que j'ai commencé lors du challenge de l'Assassin's Book Challenge l'année passée, ça va être, il y a 2 lectures qui seront des lectures pour ce challenge spécifique chaque année. Dans cette saga, qui est en 3 tomes, je crois en tout cas, on est dans de la mythologie nordique inventée, hein. On est dans un royaume de fantasy inventé, c'est pas sur notre planète. Et on va suivre plusieurs points de vue, masculin et féminin. On va suivre par exemple une mère de famille qui a raccroché, avant elle était guerrière avec son mari et tout ça, ils ont raccroché, ils vivent dans leur petite maison, toute calme, toute douce, ils ne veulent pas d'histoire, ils ont un enfant jusqu'à ce que son mari soit tué et son enfant soit kidnappé. Et là, elle redevient cette guerrière qu'elle était à l'époque quand elle était combattante pour chercher son enfant et découvrir un mystère autour d'autres kidnappings. Il y a aussi un jeune homme qu'on suit, on suit des groupes de personnes, c'est pas des groupes mais il y a un groupe qu'on suit, il y a un jarl voilà, qui gouverne ce groupe et ils vont sur les mers, les océans, dans les dracars, ce genre de navires, ils vont parfois sur terre. Voilà, c'est un récit adulte. Hein. De toute façon, là, les lecteurs que je vais vous parler, les 2 à la suite, c'est de l'adulte. Hein. Il y a du sang, il y a de la bataille, il y a de la violence, il y a un peu de vulgarité, tout ce que vous voulez. Hein. On est vraiment avec les vrais vikings, purs et durs, la mythologie, mais il y a un sacré world building en fait. Le world building est super bon. Et puis, qu'est-ce que c'était l'autre mot-clé? Complot politique. Oui, il y en a aussi. Il y en a aussi, ça rentre aussi très très bien, même si c'est plus des complots, oui c'est complots politiques, mais c'est plus des complots mythologiques aussi, j'ai envie de dire. C'est vraiment super bien fait. Et donc ça c'est une saga que je continuerai chaque année et que j'ai découvert grâce à Johanna. De toute façon, l'année passée, ça faisait partie des recommandations pour le challenge. Donc voilà, John Green, La confrérie du sang, le tome 2, qui est La fin des dieux. Et c'est paru chez Léa Éditions. Pour donc le world building, le complot politique dans la catégorie jeu de pouvoir. La deuxième sous-catégorie, c'est assassinat et exécution, où on demande un livre avec un assassinat au cœur du récit. Donc là aussi, on est sur un livre pour adultes, puisque j'ai mis L'Ange de la Nuit, le tome 2, Choix des ondes de Brent Wicks. Voilà, ça aussi, ça a été commencé lors de challenge l'année passée. Et en mots-clés, on a aventure, fantasy, dark fantasy, magie, heroic fantasy et combat. On s'en doute, il y aura de l'assassinat. Je vais vous lire quand même le résumé du tome 1. En fait, on suit un jeune homme et son maître. On suit les 2 points de vue, principalement. Le jeune homme s'appelle Azoth. Voilà, Azoth. Azoth, on est dans un univers de fantasy inventé, sombre. Et un jour, il est dans une espèce de guilde, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, mais c'est pas lui le chef, il se fait un peu malmener et un jour il va décider qu'il va être un assassin et qu'il va se faire embaucher pour faire son éducation assassin par Druzo Blint. Druzo Blint, c'est l'assassin avec un grand A qui est connu dans la ville entière et même dans le pays entier. Il a un historique pas possible, voilà, on le respecte, tout ce qu'on veut. Et il décide qu'il va devenir son apprenti. Donc ça va être son histoire afin de commencer à essayer d'attirer Druzo, à faire en sorte que Druzo le veuille comme apprenti et toute son éducation en tant qu'apprenti assassin. Est-ce qu'il arrivera à devenir pleinement un assassin ou pas? Je pense que vous vous en doutez, il y a plusieurs tomes. Un, ça s'appelle L'Ange de la Nuit, ça veut aussi tout dire. Et donc là, c'est le tome 2 qui est Le Choix des ombres, donc de Brent Wicks. C'est chez Milady. Et c'est Milady et Brajlon, hein, je crois. Oui, voilà. Milady pour le poche et Brajlon pour le grand format. Et c'est donc le tome 2 pour le menu de la catégorie assassinat et exécution.
assassinat au cœur du récit. En troisième catégorie, nous avons loyauté et trahison. Et là, j'ai mis les mots-clés, c'était loyauté et ambition. Et là, j'ai mis, je pense, quelque chose qui rentre très bien dans loyauté et ambition. Les Carmidor, le tome 2 d'Olivia Gometz aux éditions Plume Blanche. C'est un tome 2, je ne vais pas vous parler de celui-là, je vais vous parler du tome 1. Ça rentre très bien, les loyautés et les ambitions, puisqu'on est dans un univers de fantasy, un univers quand même assez maritime, où on va suivre la famille Carmidor. Principalement, même si on a quelques autres petits points de vue. On a une petite carte, on est en fait avec un grand continent et des îles autour, avec plusieurs royaumes, ou alors même des fois un seul royaume avec des contrées. Et ces contrées sont dirigées par des ducs, voilà. Et on a un roi au-dessus de tout ça, et dès les premières pages du tome 1, le roi actuel et sa famille vont tomber, vont être éliminés, sauf l'héritière, par un des ducs, colonel, enfin haut placé d'un duché, qui va prendre sa place. On va donc suivre cette jeune femme dans sa quête pour essayer de récupérer peut-être son trône, et on va suivre le jeune homme qui a volé le trône, bien sûr, avec son oncle, un petit peu, mais on va surtout suivre énormément les Carmidor, d'où le titre de la saga. C'est une famille. Nous avons le père qui a... quelle petite contrée il a déjà? Disons l'île de Corrance. Voilà, c'est une grande île quand même, comparée au continent. Voilà. Donc, le père, qui est le duc de Corrance, qui a 2 fils et 2 filles, dont une qui est bâtarde, il l'a eu avec une domestique après le décès de la mère, de sa femme. Donc, on suit ces 4 enfants. Certains s'apprécient plus que d'autres, certains sont plus dans la politique que d'autres. On a forcément un héritier, on a une des jeunes filles qui a été un petit peu élevée pour s'impliquer dans la politique afin de faire un mariage de convenance, etc., d'alliance, bref. Et on a des complots et des trahisons et des alliances, de la loyauté ou non, tout au long de ce tome 1. Et ça va être certainement pareil tout au long de la saga. Je crois que ce sera en 6 tomes, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, mais voilà. Loyauté, complot, ambition, tout ça, trahison. Vous avez tout ça dans Les Carmidor. Et ça, c'est le tome 2. C'est donc d'Olivia Gometz aux éditions Plume Blanche. Et ça, c'est pour la catégorie loyauté, trahison, avec les mots-clés loyauté et ambition. Pour ce menu de Maître des Ténèbres, dans lequel je faisais partie, j'avais choisi l'élément eau l'année passée. Comme je vous ai dit, on avait dû choisir un élément. Donc cette année, on reprend cet élément. Et là, on nous demande une lecture pour l'élémentaire avec du feu. Oui, pourtant c'est l'eau, mais on demande du feu. Parce qu'en fait, c'était élémentaire. Moi, j'avais choisi élémentaire eau. Mais après, cette année, c'est juste élémentaire. Parce qu'après, vous avez, du coup, vous avez des dons, 4 possibilités. Psychique, divin, élémentaire ou physique. Voilà. Et moi, j'avais choisi élémentaire et plus précisément eau. Mais là, cette année, il y a juste psychique, élémentaire, voilà. Et donc, pour cet élémentaire, pour moi, c'était un livre avec du feu. Je pense qu'il y a du feu là-dedans. Firebird de Juliette Cross, l'édition Fairyloot de la box Romantasy Book Only. Ça, ce n'est pas sorti en français. Les mots-clés, c'est Romantasy, Fantasy, Aventure. Donc voilà, vous n'êtes pas vraiment beaucoup. On nous dit quand House of the Dragons, la maison des dragons, rencontre Flameblood Ash, donc le sang et la cendre, dans cette épique Smoothie Dark Romantasy. Donc dans cette épique sombre romantasy. Je ne sais pas ce que je veux dire, Scorching, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on comprend, voilà, quand on rencontre la maison des dragons, House of the Dragons, le sang, la cendre, j'adore, hein, dans une dark romance, dans une épique dark romance. Un conquérant captif, une sorcière qui prophétise de les sauver tous, et un monde où les dragons gouvernent Rome. Oui, je me rappelle qu'en effet, on peut voir un petit peu que ça fait mythologie romaine, et en effet surtout là. Donc on est dans notre monde à Rome avec des dragons.
Ça me fait beaucoup penser, excusez-moi, j'ai le ventilo qui tourne et j'ai les cheveux qui me viennent devant le visage depuis un moment. Ça me fait beaucoup penser aussi au Dragon de Venise de mon fils, je ne sais plus comment il s'appelle, au Héron d'Argent, et aussi du coup un petit peu à Alien Cage of Dragons, où là c'est les dragons qui sont à Londres, là c'est cette fois à Rome, selon toute vraisemblance. Donc Firebird de Juliette Cross, l'édition Fairyloot. Ensuite, pour terminer donc dans le Maître des Ténèbres, on a une lecture bonus qui est un coup d'état ou une trahison. Bon, ça j'en ai plein, mais j'avais envie d'avancer une saga dont j'ai déjà mis le tome 2.5 dans plusieurs piles à lire cette année et que je n'ai pas encore lu. Du coup, il faudrait vraiment que je le fasse. Et il s'agit de Skyward, le tome 2.5 de Brandon Sanderson. Je pense que dans cet univers, on rentre un petit peu dans un coup d'état et de la trahison en fait, puisqu'on est sur une planète à la base qui s'appelle Détritus, si je me rappelle bien, parce que là j'ai le tome 2.5 donc. Et Détritus, on a les êtres humains sur Détritus, les êtres humains qui viennent de la planète Terre mais qui a été détruite et tout ça, et ils sont les derniers survivants de la planète Terre, ils sont sur Détritus depuis X temps d'ailleurs, et vivent dans des cavernes sur Détritus. À la surface de Détritus, vous avez juste le centre militaire, des trucs comme ça, et les agricultures, parce qu'en fait, ils sont attaqués par des extraterrestres qui ont des petits vaisseaux spatiaux et tout ça. Et donc, il y a le centre militaire qui eux-mêmes ont leurs vaisseaux, en créent des nouveaux, mais des petits, hein, où ils sont seuls, ils sont un pilote et tout ça. Et on va suivre Spensa, dont son père était pilote. Il était très apprécié au sein de l'armée jusqu'au jour où, lors d'un combat contre les extraterrestres, il s'est tout d'un coup retourné contre son camp. Il s'est mis à attaquer les autres pilotes de son escadron, etc. Et du coup, il a été abattu. Et la famille de Spensa, depuis, est vue en traître. Pas en traître, mais ils sont pointés du doigt. Enfin, oui, c'est la famille du traître. Et Spensa, il n'y croit pas du tout. Et il n'y croit pas du tout parce que le jour où ça s'est produit, les minutes avant, elle n'était pas loin de la surface avec son papa en train de discuter. Et il était plus que loyal à son pays, plus que loyal aux êtres humains. Ça n'a pas de sens pour elle. Il y a quelque chose. Il y a forcément quelque chose là-dessous pour elle. Donc elle veut devenir pilote dans cette formation, enfin faire son apprentissage, et en même temps pour redorer le nom de famille, son nom de famille, mais en même temps pour faire sa petite enquête et trouver qu'est-ce qui s'est passé avec son père. Et ben, on va découvrir donc, voilà, il y a une race extraterrestre, mais on va découvrir qu'il y en a plein. On va découvrir plein de choses dès le tome 1 et après dans le tome 2. Et là, ce tome 2.5, en fait, c'est sur le Love Interest de Spensa, qui s'appelle Jorgen, et il va avec FM et Alanik découvrir certaines choses, faire leur propre enquête, et toute cette saga, je trouve, va quand même dans le coup d'état ou trahison, puisqu'en fait les humains, Spencer découvre plein de choses, et il y a des trahisons, il y a des complots, il y a des coups d'état en fait dans cette saga. Je ne peux pas trop vous en dire parce que c'est en plus surtout dans la fin du tome 1 et dans le tome 2 qu'on découvre ces aspects-là. Mais oui, ça rentre totalement dedans. Donc Skyward, le tome 2.5 de Brandon Sanderson en e-book, qui est en livre physique, c'est le livre de poche en tout cas, pour le format poche. Et donc là, on a fini pour mon menu de Maître des Ténèbres. On passe au menu le plus bas, qui est le Novice des Ombres, avec en première catégorie Infiltration. Et les mots-clés, c'est identité secrète et mensonge. Et là, j'ai choisi de partir un petit peu sur autre chose. La folle destinée des Kerdelec de Aurore Drécourt, qui est en fait Adé Martel aux éditions Calman Lévy. Adé Martel fait de l'auto-édité et elle a choisi de garder Adé Martel en auto-édité. Et quand elle est publiée en maison d'édition, elle s'appellera Aurore Drécourt. Mais on comprend qu'Aurore Drécourt, c'est les initiales de Adé. Voilà. Et donc là, c'est une duologie, ça je le sais. Et j'ai choisi pour les mots-clés, en fait, identité secrète et mensonge. Parce que je pense que les deux peuvent rentrer. Lisons le résumé, vous comprendrez. Tout l'univers de Sophie, cadette du baron de Kerdelec, vient de s'écrouler. Lors d'un grand bal donné hier à Rennes, le précieux acte de baptême qui allait assurer l'avenir des Kerdelec a été volé. Pire, son frère jumeau Étienne a disparu. Et le double choc est si grand que leur père, le baron, est victime d'une attaque.
Mais Sophie est une jeune fille courageuse et libre, bien trop pour les convenances, dirait sa mère. Prête à tout pour sauver les siens et consciente qu'elle ne pourra rien faire en tant que femme, elle décide de partir à la recherche de l'acte volé en se faisant passer pour son frère jumeau. Après tout, ils ont joué à échanger leur place durant toute leur enfance sans se faire repérer. Commence à l'air pour elle une enquête périlleuse dans un monde impitoyable dont elle ne connaît pas les codes. Quête d'autant plus déroutante que le séduisant et provoquant comte de Carnac revendique lui aussi l'héritage. Voilà, donc j'ai mis les mots-clés mensonge et identité secrète pour le côté du fait qu'elle va se faire passer pour son frère jumeau. C'est une identité secrète et c'est un mensonge. Voilà, donc Aurore des Brécourt chez Calman Levy, La folle destinée des Kerdelec, le tome 1. La deuxième catégorie de nouveaux novices des ombres est donc rébellion et oppression avec une injustice. Au début, je n'ai pas trouvé. J'ai vraiment dû fouiller. Il y a 2-3 catégories comme ça. Et j'ai fini par mettre sous l'œil d'Ouija de Pauline Melun. L'appel du pouvoir, c'est le tome 1, c'est de l'auto-édité, avec une couverture de Tif. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis de l'injustice. Empire Lachide, 221 avant Jésus-Christ. Depuis que son jumeau s'est emparé du trône, Isis n'a plus qu'une idée en tête. Récupérer la couronne qui lui revient de droit. Pourquoi, en tant que femme, ne pourrait-elle pas gouverner? Voilà, rien qu'avec cette phrase, vous comprenez l'injustice. Et je ne sais pas si Isis n'est pas d'ailleurs la sœur aînée. Mais voilà, c'est une femme, et dans ce monde impitoyable, à cette époque, les femmes, c'est les hommes qui gouvernent. Mais pourquoi ça en serait ainsi? Décidée à lutter pour le pouvoir et pour sa vie, elle embarque pour Byzance dans l'espoir de trouver du soutien auprès de sa tante. Mais son plan ne se déroule pas comme prévu. Échouée sur l'île de Terra, où personne ne connaît sa véritable identité, elle est déterminée à se battre. Pourtant, sa rencontre avec Chios pourrait bien tout changer. L'attrait de la liberté surpassera-t-il l'appel du pouvoir? Voilà. Donc, Pauline Melun, en auto-édité, sous l'œil d'Ouija, le tome 1, l'appel du pouvoir, tout simplement. Je pense qu'on a compris, c'est une injustice, c'est une femme, elle n'a pas le droit de régner, c'est son frère jumeau qui prend le pouvoir, alors que ils sont jumeaux, pourquoi ce serait lui et pas elle? Donc, Pauline Melun. Pour la catégorie qui était rébellion et oppression. Je m'excuse si des fois j'ai le cahier un peu près comme ça, ou les livres. J'ai plus de lentilles de contact parce que je suis myope comme une taupe. Je n'ai plus de lentilles de contact, j'en ai plus qu'une paire. Et je ne peux pas en racheter pour l'instant parce qu'elles ne sont pas données. Donc ça fait quelques semaines que je tourne les vidéos sans mes lunettes. Parce que ça va bien pour les vidéos en langue blabla, mais je n'aime pas, voilà, il y a des reflets. Je trouve que c'est pas cool pour vous d'avoir des reflets. Du coup, je suis des fois un petit peu comme ça sur le cahier parce que je suis vraiment très myope. Après, prochaine catégorie de novices des ombres, c'est assassinat. Première mission, assassinat et acte criminel. Et là, on retourne sur un e-book avec l'assassin royal, le tome 2. Je pense qu'on ne peut pas mieux faire pour les mots-clés. Que j'ai aussi commencé grâce à, pas entièrement grâce à Johanna, d'autres personnes autour de moi en avaient parlé, mais Johanna les lit, et c'est en effet, ça donne très envie. Et j'avais commencé, Johanna les lisait déjà, et on a commencé en LC sur le Discord, le coin des LC, mais on n'a jamais continué. Et moi, ça m'intéresserait de continuer, mais ça doit bien faire 2 ans. Avant de lire ce tome 2, il faudra que je trouve un résumé spoilant, parce que je me rappelle vaguement des choses, mais pas assez en détail. Donc l'Assassin Royal, c'est de Robin Hobb. Ce sera le tome 2 pour ma part. Ah, je ne parle pas des intégrales, je parle vraiment le tome 2, vraiment parce qu'il existe des intégrales. Je crois qu'il y a 2 ou 3 tomes dans chaque intégrale et tout. Non, voilà, je parle vraiment des petits tomes. Hein. Je suis au tout début de cet univers qui est le giganticisme. Là, on est avec en bouclé fantasy, magie, intrigue, loup, heroic fantasy, amour compliqué. Et on va aller voir plutôt le résumé du tome 1. C'est quand même plus sympa que d'un tome 2. Je me rappelle qu'on suit voilà, Fitz, qui est en fait le fils bâtard d'un des princes du royaume, le prince héritier, si je me rappelle bien. Et on va découvrir que c'est le fils bâtard, on va l'amener au château, mais il ne va pas être élevé, bien sûr, comme un des enfants des princes, etc., puisque c'est un bâtard, surtout que lui est marié actuellement à une femme, son père, donc ça va pas bien. Mais il est mis, je crois qu'il va être élevé par
par un palefrenier ou quelque chose comme ça, la personne qui s'occupe des chevaux. Et il va lui-même commencer à apprendre à s'occuper des chevaux, mais il va être pris sous son aile par différentes personnes. Il y a un des princes, un des frères du prince, de son père qui l'apprécie. À un moment donné, je me rappelle qu'il va être pris sous l'aile de la femme de son père, parce que son père, il va décéder d'ailleurs. Très vite dans le récit, son père va décéder. Il ne va pas vraiment pouvoir le connaître non plus, même si c'est un bâtard, voilà. Il y a quand même des gens au sein de la famille royale qui le savent. Il va être formé à certaines choses. Il va être formé aussi à une certaine magie. C'est quoi la magie? Déjà, je crois qu'elle est marquée là. Le vif, voilà, cette étrange magie qu'il découvre et qui lui permet de communiquer avec les animaux est-elle si dangereuse? Voilà, il y a plusieurs sortes de magie et il va être formé, y compris le roi va le prendre un petit peu comme un... va lui inculquer une formation. Il va devenir un peu un assassin de l'ombre, un commanditaire de l'ombre pour le roi aussi, qui est son grand-père, donc, bien sûr. Et il y a plein de complots politiques, d'ambition, de loyauté, de machin. Bref, c'est un univers très vaste. C'est aussi de l'adulte, hein, quand même. Oui. Même si j'avais trouvé ce tome 1 un petit peu lent, j'avais quand même beaucoup aimé et j'ai envie de connaître la suite. Voilà, c'est l'Assassin Royal, le tome 2, vraiment le tome 2, pas l'intégrale 2, de Robin Hood. Et ça, ce sera lu en e-book. Pour la catégorie première mission, assassinat et acte criminel. Ensuite, la quatrième catégorie, c'est donc à nouveau l'élémentaire, comme je vous ai dit, comme pour chaque. Et là, cette fois, on nous demande en élémentaire un thématique saison et météo. Là, j'avais ce qu'il fallait, parce que j'ai commencé cette saga il y a un moment. Et maintenant, j'ai tous les tomes. Les maîtres des saisons, le tome 3, qui est La révolte de l'été de Jenny Bergier aux éditions Plume Blanche. Ce sont des petits one-shots de fantastique avec un maître par saison. Et là, on est sur le maître de l'été. J'ai déjà lu celui de l'hiver et celui du printemps. Ce printemps d'ailleurs, celui sur le printemps. Il me reste l'été et l'automne. On nous dit, héritier d'un membre de la triade et maître de l'été, H est contraint de fuir la cour des Tout-Puissants. Suspecté de comploter contre son père et pris en chasse par l'Ae Messankar, il trouve refuge sur Terre auprès d'Ishen. Cet humain dont l'arbre généalogique se mêle à celui des êtres magiques possède un pouvoir indispensable au maître de l'été. Cependant, le Chabir a sa propre mission à mener, une traversée périlleuse dans le désert latent. Au contact d'Ash, de vieilles rancœurs se réveillent et la cohabitation s'annonce laborieuse. Mais les dunes de sable chaud parviennent à éveiller les passions et à attendrir les cœurs les plus durs. Voilà, je crois aussi que ce tome 3 de cette saga sur les maîtres des saisons est un MM. Et d'après le résumé, il me semble de mémoire que c'est vraiment ça. On est sur un MM. Donc on ne peut pas être plus météo et saison. C'est une certitude. Donc les maîtres des saisons, le tome 3, La révolte de l'été, de Jenny Bergier aux éditions Plume Blanche. Pour la lecture bonus de ce menu, il s'agit d'un soulèvement populaire et là j'ai rien trouvé. Mais vu que c'est une lecture bonus, j'aurais de toute façon bien laissé 2 points sur le restant du challenge. Donc j'en ai pas mis. Je ne savais pas quoi mettre sous soulèvement populaire. Oui, des gens m'ont parlé de Hunger Games, mais ça ne m'intéresse pas, Hunger Games. Des gens m'ont dit le tome 3 de Absolu, mais je vais commencer le tome 1 là en août. Donc en fait, c'est le tome 3, c'est pas le tome 1, c'est le tome 3. Et je vais pas me lire 3 absolus en un mois, ça c'est énorme, non. Donc j'ai rien mis. Ensuite, on passe donc au menu intermédiaire qui est Ombre dévouée. La première catégorie, c'est traque et évasion, avec un mot-clé personnage recherché et fuite. Et j'ai mis les 2 mots-clés, personnage recherché et fuite. Je pense que ça peut rentrer. Je pense. Les larmes de Sahel, le tome 3 de Adé Martel. Oui, on reste avec Adé Martel. Je donne dans Adé Martel et André Court dans cette pile à lire. C'est un tome 3, donc je ne peux pas trop vous en parler, mais on va suivre en fait dans ce tome 3, j'ai quand même en parler un petit peu parce que c'est pour vous expliquer, on va suivre en fait Ashkan qui se retrouve prisonnier d'un endroit. Pourquoi le destin se révèle aussi cruel et il veut lutter pour retrouver l'amour de sa vie. Et donc, comme il est fait prisonnier à Ceylan, je
crois que c'est à Ceylan qui est fait prisonnier. Je me dis que ça peut rentrer parce qu'il va chercher à s'enfuir. Et il est recherché par sa femme, qui est... et ben maintenant, je ne sais plus comment elle s'appelle. Arcana, voilà. Donc Arcana, elle, depuis la fin du tome 1, elle cherche Ashkan. Et Ashkan cherche, lui, dans ce tome 3, à s'enfuir, certainement. À se rebeller, à s'enfuir. Donc les deux mots-clés rentrent totalement. Pour vous parler un petit peu de cet univers, c'est un univers de fantasy, mais c'est dans notre monde en fait. Dans le futur très lointain de notre planète, comme on le découvre au fil du tome 1. Et en fait, l'être humain a un peu fait n'importe quoi avec sa planète, bien entendu. Et il y a beaucoup d'endroits arides et désertiques. Et au milieu de tout ça, nous avons une grande ville gigantesque, Ceylan, avec un dôme protecteur. Mais là, on ne le voit pas, nous, pas du tout, on est dans le désert. Voilà, c'est la couverture du tome 1, c'est un gros dôme protecteur. Et à l'intérieur de ce dôme, vous avez de la technologie moderne, etc. Vous avez de l'eau à foison, vous avez des récoltes, des cultures. Par contre, vous n'avez le droit qu'à un enfant par couple, pour ne pas surpeupler Ceylan. Et ils savent très bien qu'en dehors, dans les déserts, etc., il y a des hommes et des femmes, des rebelles, qui essayent de s'introduire dans leur dôme, à Ceylan, de détruire le dôme, etc. Bref, des rebelles. C'est comme ça que ces gens sont vus. Et au début du tome 1, il y a une attaque de rebelles pour détruire le dôme. Et ils vont tous être exécutés devant le peuple. Sauf qu'à un moment donné, Arcana, elle ne comprend pas pourquoi. Elle pose les yeux sur Ashkan et elle veut décider de le sauver. Et elle peut le sauver, oui, en l'épousant. Donc elle va, en prenant à voix haute, elle a le droit de le faire, je vais l'épouser. Donc elle l'épouse le lendemain, quelque chose comme ça. Et après, on lui dit, c'est très bien, tu l'as épousé, mais maintenant tu vas vivre dans le désert avec lui. Voilà, voilà. C'est grosso modo comment ça se passe. Donc il va la ramener chez lui, dans le désert, dans son petit village, là où il vit, avec d'autres personnes comme lui. Et Arcana va essayer de se faire à sa nouvelle vie. Elle n'a pas trop le choix. Elle a été un petit peu éjectée de Ceylan, quoi. Hein. C'est comme ça hein, qu'on peut le dire. Et elle va faire des découvertes, que ce soit autant sur le peuple de Ashkan, autant sur son peuple à elle. Voilà, et vous vous doutez que dans l'un comme dans l'autre, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses à pointer du doigt. Et il y a des choses qui doivent changer. Donc voilà, Les Larmes de Sahel, le tome 3 de A.D. Martel en auto-édité pour la catégorie traque et évasion avec personnages recherchés et fuite. Je pense que tout rentre très bien. En deuxième catégorie, nous avons secret et prophétie avec un mot-clé secret et mystère. Et là, je vous ai mis un e-book. C'est pas un e-book, pardon. C'est un livre que ma patronne me prêtera quand elle rentrera de vacances. C'est la femme de ménage, le tome 2 de Freida attendez voir. Freida McFadden. Voilà, les secrets de la femme de ménage aux éditions J'ai lu. Et donc, c'est un tome 2, donc je peux pas trop vous en parler, mais dans le tome 1, on suit en fait Millie, qui est une jeune femme qui cherche du travail. Elle a été emprisonnée des années durant, on ne sait pas exactement pourquoi. On le découvre au fil de l'histoire, donc je ne vous le dirai pas. Et elle a du mal à trouver du travail à cause de ça, parce qu'elle a un casier judiciaire. Mais elle va finir par être embauchée comme femme de ménage chez des gens avec beaucoup d'argent, qui un mari, une femme et leur fille. Et au fil de l'histoire, elle va faire des découvertes. Dès le début, il y a quand même des choses qui vont la troubler. Dès le premier jour de travail, sa chambre, par exemple. C'est une chambre au deuxième étage, dans le grenier, dans les combes. Elle a certes sa salle de bain et à côté, il y a la chambre. Mais la chambre, déjà, il y a un verrou qu'à l'extérieur. Pas de verrou à l'intérieur. Donc, par exemple, le soir, elle ne peut pas se fermer à clé dans sa chambre pour être tranquille. Il y a le verrou qu'à l'extérieur. Et elle pourrait largement être enfermée. Il y a aussi la fenêtre qui ne s'ouvre pas, comme si la peinture a été mise par-dessus l'ouverture de la fenêtre, qui fait qu'elle ne s'ouvre pas. Et en plus, il y a des drôles de traces sur les murs à côté de la porte. On dirait des ongles. Déjà, ça lui fait froid dans le dos. Mais voilà, du coup, elle va être embauchée là, elle va travailler là. Elle accepte quand même le job parce que, comme je vous dis, elle n'en trouvait pas. Et elle a besoin de gagner de l'argent parce qu'actuellement, elle vit dans sa voiture. Ça ne va pas pouvoir durer indéfiniment.
elle va faire des découvertes. Et là, c'est le tome 2. Donc, je ne vous lis pas le résumé parce que ça vous spoil quand même en grande partie toute l'intrigue du tome 1 et comment ça se finit aussi. Donc, je préfère rester vague. Donc, Frida McFadden, La femme de ménage, le tome 2, aux éditions J'ai lu, pour le menu secret et prophétie, avec secret et mystère. On est totalement dedans. Ensuite, on a en catégorie tromperie et manipulation, avec mensonge et manipulation. Et là, j'ai mis un e-book que vous avez là, Souveraine, le tome 2, de Laura Sébastien. J'ai lu le tome 1 il y a un sacré moment de ça, mais il faut que j'avance mes sagas. Je l'avais fait en LC. Dans cette saga, pour vous résumer le tome 1, on est complètement dans cette catégorie en fait de mensonge et manipulation, puisqu'on suit une reine, Margaro, la reine Margaro, qui a eu 3 filles. Sophronia, Daphné et Béatrice. Et elle a élevé ses filles de manière à ce qu'elles fassent des mariages harmonieux avec les princes ou les rois d'autres royaumes à côté du sien. Et une fois qu'elles sont mariées, etc., avec ces princes ou rois, elles doivent en fait techniquement prendre pouvoir petit à petit du royaume, les tuer, etc., etc., pour qu'ensuite elles donnent en fait leur royaume à leur mère, Margaro. Il y a aussi une histoire de magie que Margaro aurait utilisée là-dessous, mais les filles, bien qu'elle les ait élevées, alors Margaro elle est sans cœur aussi, hein. C'est le genre de reine, big boss, tout ce que vous voulez, mais sans cœur, hein. Mais Margaro ne se doutait pas que ses filles allaient quand même être réfléchies, intelligentes, bien cultivées, et que certaines d'entre elles soient fidèles à Margaro, d'autres vont commencer à ressentir de la fidélité envers leur époux, leur nouveau royaume, et à ne pas approuver forcément ce que leur mère veut faire sur le long terme. Voilà, donc il se passe plein de choses dans le tome 1. La fin du tome 1 a été vraiment... j'étais comme ça. Donc j'ai quand même hâte de découvrir ce tome 2 et du coup les mots-clés rentrent totalement dedans. Hein, comme je vous ai dit, le mensonge et la manipulation, c'est totalement ce que fait Margaro, c'est totalement ce que font ses filles avec les princes, les personnes du nouveau royaume d'où elles sont, etc. Donc Souveraine, le tome 2 de Laura Sébastien. Et ça, c'est aux éditions Casterman. Mais bon, là, c'est un e-book par contre. Et ensuite, la lecture élémentaire, pour moi, cette fois, ça sera autour de l'eau. Et là, j'ai mis... Alors, j'avais le choix de cette autrice entre 2 sagas, mais j'ai choisi de continuer celle-là. Darkshore, le tome 2 de Daniel L. Jensen, aux éditions Big Bang. C'est un tome 2, je ne vais pas trop vous en parler, mais en fait, ça fonctionne comme pour le Pont des Tempêtes. Le Pont des Tempêtes, 2 tomes se concentrent sur un couple, 2 autres tomes se concentrent sur un autre. Là, c'est un peu pareil, mais sur un tome sur 2. Le premier tome se consacrait sur une héroïne et son love interest. Et là, le tome 2 se concentre sur la meilleure amie de l'héroïne du tome 1, qui est Lydia. Lydia, on la découvre dans le tome 1. Elle est meilleure amie avec l'héroïne du tome 1. Elle doit faire un mariage arrangé par son père, etc. Avec un haut gradé, enfin une famille haut placée et tout, du royaume, mais elle n'en a pas envie. C'est pas un mariage d'amour, c'est une famille pas top, etc. Et son amie va lui révéler quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, qui était un secret, etc. Ou lui donner un carnet, je ne sais plus. Parce qu'en fait, son amie, elle est pirate. Elle navigue sur les océans. Et dans cet univers, en fait, le royaume ignore qu'à un moment donné, au-delà de l'océan, il y a un autre royaume. Et en fait, il faut passer pour aller dans cet autre royaume par un endroit, je crois que c'est les Calmes, qui est là au milieu. C'est un endroit un peu magique que seuls certains navigateurs, dont les pirates duquel fait partie l'héroïne du tome 1, savent naviguer. Parce que c'est vraiment un truc magique. Et du coup, Lydia, très vite dans le tome 1, après avoir découvert ce que son amie lui révèle, elle va mourir. Je crois que, je ne sais plus si on nous dit qu'elle est morte ou qu'elle a disparu, qu'elle est considérée comme morte. Voilà. Et même son amie croit qu'elle est morte. Et d'ailleurs, elle se demande si le fait de lui avoir révélé l'information ne l'a pas tuée. Sauf que là, on découvre donc dans ce tome 2 que Lydia n'est pas morte. Il me semble qu'elle est partie en fait pour les fameux royaumes. Il me semble que ça va se jouer sur ces royaumes-là. Et elle va avoir un love interest qui est Killian.
Elle va sceller un pacte avec lui afin de sauver la vie de ceux qui leur sont chers. Donc je pense qu'y compris sa meilleure amie. Et je crois que le tome 3, après, on retombera sur sa meilleure amie avec son love interest à elle. Puis dans le tome 4, je crois qu'on retourne avec Lydia et Killian. Voilà, c'est Danielle L. Jensen, elle est assez douée pour faire vous voyez, un tome sur deux ou des duologies, mais qui sont dans le même univers. Donc là, c'est Dark Shore, le tome 2 de Danielle L. Jensen chez Big Bang. Du coup, pour l'élément de l'eau, on est totalement dedans. En lecture bonus, nous avons un perso qui a des visions ou une prophétie. Au début, j'ai galéré, pourtant il y en a, hein. Il y en a des prophéties et des visions. Et je me suis mis une suite de sagas. Le Royaume des Corbeaux, le tome 3 d'Olivia Wildenstein, chez Corrigan en édition reliée. Tout simplement parce que là, on est dans un univers de fantasy inventé, avec des faées, entre autres. Et vous avez une carte ici présente. Le Royaume des faées est en bas et ressemble beaucoup en fait à Venise, comme vous avez pu le voir sur la carte. C'est tous des quartiers, des régions sur l'eau en fait, avec vous avancez en gondole, etc. comme à Venise. Et en fait, on suit Fallon. Fallon qui est mi-humaine, mi-faée, si je me rappelle bien du temps 1. Elle est rejetée par les faées, ils n'en veulent pas, hein, elle est vue comme... oui, voilà, même son grand-père ne veut pas entendre parler d'elle. Sa maman a été reniée et du coup la grand-mère est partie avec sa petite fille et sa fille. Puisque le grand-père les a reniés, c'est un haut gradé chez les faées aussi. Sauf que tout le monde voit mal cette jeune fille, elle a juste un ou deux amis humains ou faées. Sauf que par contre le prince Dante, lui, l'adore. Voilà, ils s'adorent depuis l'enfance, ils sont meilleurs amis. Fallon est amoureuse de Dante en fait. Lui c'est le prince, c'est son frère qui est au pouvoir, donc c'est le frère cadet. C'est son frère aîné qui est au pouvoir. Et à un moment donné, ils vont se rapprocher, bien sûr, tout ça. Ils vont commencer, entre guillemets, quelque chose ensemble. Puis tout d'un coup, une femme va faire une prophétie à Fallon. Si elle réunit les corbeaux, elle deviendra la reine du royaume. Donc Fallon, elle se fait des grandes idées. Elle se dit, je vais trouver les corbeaux. Comme ça, Dante va devenir roi à un moment donné, certainement grâce aux corbeaux. Et il va m'épouser une fois qu'il sera roi parce qu'il m'aime et moi je l'aime. Et du coup, je deviendrai la reine. Voilà, d'où l'interprétation pour cette prophétie. Mais est-ce qu'elle l'interprète bien? Ça, c'est à voir. D'où le côté prophétie de la chose qui va pour, eh bien, oui, la prophétie pour cette lecture bonus. Donc, Olivia Wildenstein, le tome 3 du Royaume des Corbeaux, chez Corrigan Éditions. Et voilà, cette pile à lire est à présent terminée. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si certaines de ces lectures te font envie ou si tu les as déjà lues. Si tu ne sais pas quoi mettre, un petit emoji, ça soutient la chaîne, tout comme le petit j'aime. À partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!